For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans MMA Club, ouais, on est de retour, c'est fini les vacances, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, moi personnellement il me reste un jour, et oui, je suis encore en vacances aujourd'hui, je savoure gentiment, donc c'est cool. J'ai mis les lunettes, pourquoi? Parce que retour de mariage, UFC, Ares. J'ai passé un week-end crevant, je suis mort, je n'arrive même plus à aligner 3 mots. Donc voilà, petite lunette aujourd'hui, en léger, on est bien, on s'est fait le petit café, tout va bien. Je vous rappelle vite fait avant de commencer que Others.com, vous avez moins 10% avec le code MMA Club 10 sur donc le site Others.com, les protéines post-workout, et sur AskariFighter.com, vous avez 20%, ça c'est plutôt pas mal, 20% avec MMA Club 20. Voilà, savourez, savourez. Alors, pour commencer, on va tout simplement dire que les Canadiens ont perdu. Les Italiens ont perdu. Et les Français ont gagné. Et oui, ils ont gagné, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. On est reçu 5 sur 5, c'est plutôt cool. J'ai presque envie de dire on est reçu 6 sur 6, voire 6 sur 6, voire 7 sur 7 grâce aux arbitres. Ils ont fait un boulot de fou. On est même reçu 8 sur 8 si on prend l'équipe de commentateurs. Enfin bref, c'était imperfect. Et on est reçu 9 sur 9. Pourquoi? Parce que le public, c'était une ambiance de malade. Voilà, j'ai bien aimé cette petite transition. Et en fait, l'ambiance était complètement surréaliste. Alors moi, je dis ça sur mon petit téléphone avec mon casque. Donc, je n'ose même pas imaginer l'ambiance qu'il y avait dans la salle. Et oui, parce que je n'habite pas à Paris et parce que j'étais occupé. Je n'ai pas pu venir et je trouve que c'était vraiment une dinguerie. C'était une dinguerie je crois que j'avais jamais vu ça. Il y a eu UFC, des trucs à Rio qui nous ont rendus fous. Il y a eu à Londres, ça nous a rendu dingue. On s'est dit, là on s'est mis à fantasmer en fait. Quand on a vu UFC à Londres, on s'est dit mais putain mais ça c'est possible de faire ça. Et bah ouais c'est possible, c'est même possible de faire mieux. Donc là c'est cool parce qu'on a tous les ingrédients ont été réunis quoi. C'était incroyable, c'est imperfect, c'est vraiment imperfect. Si après ça ils veulent pas revenir en France, je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Voilà, petit podcast résumé de l'UFC Paris. J'ai quasiment rien préparé, j'ai mis des mots-clés et puis je vais parler à la sauvette dessus. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'analyse, de retour sur les combats. J'ai même pas eu le temps de... Il y a des combats, j'ai même pas eu le temps de les regarder. Donc vraiment, je me suis concentré sur... je suis vraiment à l'arrache, je suis crevé, je vous dis, j'arrive même plus à regarder mon écran 10 minutes d'affilée. Donc voilà, ça va même être compliqué de parler de Ned Diaz et de Khamzat Chimaev. Donc voilà. On se concentre pour l'instant sur UFC Paris. Voilà, c'est parti. Donc, on avait une Fight Week qui avait des odeurs de nouveauté. On avait jamais vu ça chez nous. On sentait que tous les passionnés, les petits médias, tout le monde était en euphorie totale. Ça, parce que c'est pas Hexagone, c'est pas Ares, sans faire d'offense. C'est juste... Il y avait un truc, quoi. Il y avait vraiment un truc. Tous ces gens, on les voit à la télé d'habitude. Les Georges Saint-Pierre, les Ousmane, il y avait Brandon Moreno, Manon Furo qui a fait le déplacement. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et puis les trucs pendant la Fight Week, là, les entraînements publics et tout, on sentait c'était vraiment... c'était magnifique. C'était magnifique, il y avait une cohésion, les combattants étaient unis. On a vu Fares, il était heureux d'être là, il s'est jeté dans la foule. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu en fait cette ambiance, ce truc de se livrer comme ça, de partager ça, c'était vraiment beau. Donc c'est cool. C'est cool qu'on ait pu enfin y goûter pour une fois. Et j'espère qu'il y aura bientôt un deuxième UFC Paris ou un UFC Marseille ou Lyon, ça serait bien aussi pour nous quoi. Donc voilà. On avait des énormes doutes sur le public au tout début. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça parlait beaucoup de... moi le premier, de...
des gens... En France, on est un petit peu exigeant, voilà, on est un petit peu exigeant, on a du mal à chauffer la salle, il en faut vraiment beaucoup pour qu'on s'enjaille. Et là, bah non, en fait, là, il suffisait que... bon, à commencer par Madame Megan Olivi. Voilà, elle était là. Monsieur Bruce Buffer, alors là, c'était l'apothéose. Je crois que cette soirée n'aurait pas été la même sans Monsieur Bruce Buffer. Je crois qu'il a mis les petits plats dans les grands. Et en fait, on se rend pas compte à quel point il fait partie de l'écosystème, au même titre bah, je sais pas, que Joe Rogan, par exemple. Et maintenant, même au même titre que... comment il s'appelle l'anglais merde qui fait les interviews, là? Putain, j'ai oublié. Oh, la honte. Michael Bisping. Michael Bisping. Voilà, au même titre que tous ces gens qui rentrent un petit peu dans l'organigramme de l'UFC, gentiment, et qui deviennent en fait des pièces maîtresses. Bruce Buffer, c'est clairement c'est un des rois sur l'échiquier, quoi. C'est vraiment, il est bluffant de professionnalisme, il ambiance tout le monde, et puis ce truc-là ce It's Time, repris en chœur par tout le monde, c'était mais légendaire. C'est légendaire, c'est la première fois, quoi. Il n'y a personne qui a fait ça avant. Donc vraiment, je pense que le public français, chair de poule, vraiment, vous nous avez régalé. Vous êtes incroyables. Moi, j'avais jamais vu ça. Franchement, j'avais jamais vu ça. Donc il y avait tout. Il y avait tout pour... il y avait tout. La Marseillaise, elle était... Mais j'en avais les poils hérissés, quoi. Pourtant, je suis pas très patriotique. J'ai une double nationalité. Je suis bien dans mes baskets. Je suis bien dans mon pays. Et voilà, j'ai pas des valeurs très patriotiques. Je suis pas à fond non plus, genre sur les engagements de... Voilà, pour moi, la Marseillaise, c'est un chant guerrier, nana et tout. Bon, je vais pas commencer à être démago, rentrer dans de la politique, mais là, j'aime bien associer à une sauce sportive, de rassembleuse, qui fédère, qui... Peu importe le drapeau d'origine, peu importe si on a le cul entre deux chaises et tout. Là, c'était tout le monde derrière le drapeau et c'était incroyable. Ça donne un exemple de ce qu'on aimerait avoir dans la société d'aujourd'hui. Et encore une fois, je veux pas rentrer dans un débat et tout, mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique que ça donne tellement de positivité et de... C'est tellement exemplaire, en fait, que j'ai l'impression quand même que... Eh ben, en fait, on a donné un exemple de ce qu'était le partage dans le sport au monde entier, quoi. On a vraiment été exemplaire, c'est incroyable. Alors, dédicace à Rush, dédicace à Mika, et vraiment un daron, parce que c'est grâce à... C'est toi qui as lancé cette putain de Marseillaise, et c'était vraiment incroyable. Donc, bravo à toi et à ton pote. C'est cool, c'est cool. Voilà, donc les chants, la positivité et tout, c'était... Voilà, moi, je suis obligé de relever tout ça comme étant quelque chose d'important, parce que moi, ça me parle, ça me fait écho, en fait. C'est des choses qui me... C'est des choses que j'estime importantes quand je regarde un événement ou quand j'assiste à un événement. Le public, l'ambiance et tout font que je me sens à l'aise ou pas, ou que je me sens investi. Et là, vraiment, ça a contribué à 200%, voilà, à tout ça, quoi. Et je pense que ça a vraiment fédéré... S'il y a eu un 5 sur 5 dans l'octogone de la part des Français, je pense que le public y est pour beaucoup. Voilà, je pense que si ça avait été soit un public de merde qui siffle forcément les athlètes étrangers, ou qui siffle les moments de ground and pound trop longs, ou de lutte un peu besogneux, je pense que ça l'aurait pas fait de la même manière, donc c'est cool. Voilà, ensuite on parle vite fait, bon voilà, je vais même pas faire un récap, je vais juste aborder des points clés sur chaque combat et tout, donner un peu mon ressenti à la sauvette. Parce que déjà, je pense que j'arrive un peu tard, les choses ont déjà été faites. Là, on est mardi, voilà, si je m'y prends un peu tard... Voilà, on va plus suivre les podcasts UFC Paris, on va un peu zapper. Maintenant, on va passer à autre chose. Donc voilà, c'est juste un bref aperçu. Partager un peu les avis. J'ai eu des messages qui m'ont dit ouais, j'aimerais bien avoir ton avis sur ci, sur ça et tout. Je trouve ça cool, je vous remercie. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Parce que j'étais un peu absent du week-end et bah, y en a, ils sont venus vers moi naturellement et je trouve ça gentil. C'est cool. Donc voilà, bon, commençons par Benoît Saint-Denis. Alors Benoît Saint-Denis, moi j'ai kiffé. J'attendais le chaos de la soirée et je pense qu'on n'est pas loin de... Bon, il y a eu Cyril qui est passé devant, du coup. Mais on est quand même sur un niveau finish haut niveau. Moi, il y a un petit truc, si je peux me permettre d'aborder les points négatifs quand même. C'est ce besoin d'aller à la guerre, en fait, pour se transcender. Chez Benoît, c'est pas que ça me dérange, hein, je m'en fous. Si c'est sa façon de prendre du plaisir et si c'est sa façon de se sentir à l'aise avec le MMA, c'est tant mieux pour lui. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai pas mon mot à dire là-dedans. C'est juste, je suis un peu inquiet, en fait, parce que je me dis qu'un jour, avant que le moteur démarre, j'ai l'impression qu'il a besoin de sentir du répondant, de prendre quelques coups, de se réveiller, en fait, d'être réveillé par l'adversaire avant de lancer les hostilités vraiment du haut niveau. Et il y a eu quand même un genou ou deux qui sont passés.
Et bah, je sais pas, j'ai quand même eu peur. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais tout était bien, tout était parfait dans les 5 combats. Mais on peut forcément trouver des petits trucs. Et je pense qu'il y en a qui n'ont pas abordé les sujets parce qu'ils veulent rendre une fiche parfaite. Ils veulent rendre une copie blanche. Ils veulent être bien avec les combattants jusqu'au bout. Et moi, c'est le cas aussi. Je veux pas que ce soit pris mal de la part des combattants, ce que je dis. C'est juste... c'est pas de la méchanceté, c'est juste que je m'inquiète pour eux, en fait. Donc, c'est pas méchant du tout. Mais voilà, j'ai tendance à penser que Benoît prend quand même pas mal de coups. Ils sont évitables, en fait. C'est ça qui me chagrine un peu, en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est des coups parce qu'il veut finir plus vite que la musique, le combat. Donc c'est tout en son honneur parce que c'est pour nous donner du spectacle, pour nous donner du plaisir et vraiment nous ambiancer. Mais à la limite, moi je préférerais qu'il prenne son temps et qu'il se fasse moins mal, quoi, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il prend quand même pas mal de coups. Donc voilà, le finish est magnifique, début de deuxième round, enfin début ou au milieu, je me rappelle plus, mais c'est intéressant. Moi j'avais prévu un deuxième round, j'avais prévu un premier round un peu en observation, finalement ça n'a pas eu lieu. Ouais, c'est un peu la même remarque que je me faisais déjà la fois d'avant, c'est que passé un certain moment dans le combat, j'arrive plus à lire le game plan, j'arrive plus à analyser le fonctionnement en fait, et j'ai l'impression que c'est presque de la roue libre. Alors je dois me tromper, hein, je suis pas assez analyste pour estimer pouvoir en faire une vérité, donc je dois me tromper. Et j'aimerais bien d'ailleurs en parler avec monsieur Daniel Warin de ça, de comment son game plan est entendu par Benoît quand dans les moments où ça part en live, en fait. J'aimerais bien savoir comment lui, jusqu'à quand il juge que son poulain l'écoute, en fait. J'aimerais bien savoir s'il sent qu'à un moment donné, il y a la roue libre, il y a l'instinct qui prend le dessus, ou s'il y a vraiment un respect du game plan absolu. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que j'ai l'impression que c'est souvent, en fait, que ça se passe comme ça. Alors, franchement, voilà, c'est un peu du terrain glissant, parce que je suis vraiment en train de spéculer, j'en sais rien. Mais c'est le ressenti que j'ai. Voilà. Donc, en gros, moi, à la limite, voilà, si je pouvais résumer ça en un mot, c'est sur la discipline de ce qui est évitable, en termes de prendre des coups, en termes de prendre son temps. C'est de peut-être, je sais pas, avoir un petit peu plus de discipline. Mais après, voilà, c'est un mot fort. Voilà, je ne vais pas abuser non plus parce que le combat était magnifique. Mais pour un spécialiste du JJB, je trouve que Miranda l'a beaucoup touché debout. Et voilà, et je trouve que c'est pas forcément un petit peu inquiétant, enfin pas inquiétant, mais voilà, un petit point à soulever, j'ai envie de dire. Un petit point à soulever. Franchement, j'aimerais bien que son coach écoute et m'envoie un message, quitte à me rentrer dans l'art et à me dire que je dis de la merde. Mais j'aimerais bien avoir une interaction avec lui sur ce sujet. Ça me ferait plaisir. Voilà. Ensuite, on passe à Fares. Fares, il y a une chose qu'on a, je pense, tous remarqué. C'est cette prise de conscience sur son niveau de lutte, défensive et offensive. Alors, offensive, on n'en parlait pas vraiment parce que, à la limite, on s'attendait pas forcément à ce qu'il aille chercher lui-même des amenés au sol. Donc, c'était surtout défensif qu'on doutait sa défense de lutte. Parce qu'on a vu que c'est souvent là que les combats pêchaient pour lui. Et là, il nous a surpris parce qu'il nous a sorti une sorte de masterclass, on va dire, à son niveau de lutte offensive, quoi. C'est-à-dire que même debout contre la cage et tout, il avait les bons réflexes. Et au sol, franchement, c'était propre, quoi. Il nous a montré des choses incroyables. Il avait des appuis solides, il savait quand se mettre sur ses genoux debout, il savait quand il fallait plutôt appuyer sur son centre de gravité. Enfin, franchement, c'était propre. Je m'attendais pas du tout à ça, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, il y retournait. Et je pense que là, ça y est, il y a eu un déclic de confiance et il y a eu un déclic de plaisir. Ces deux notions, ça c'est pareil, j'aimerais bien avoir un retour de quelqu'un de son corner pour en discuter. J'ai l'impression qu'il y a une notion de plaisir sur ces deux aspects-là. Une notion de plaisir et un déclic sur l'aspect de la lutte. Pardon, je suis un peu mort. Il a conscientisé son potentiel, en fait, qu'il était lui aussi capable de faire des belles choses en lutte. Et franchement, ça s'est concrétisé
par un combat exceptionnel. Il a plusieurs fois failli avoir finish, ou du moins on n'était pas loin d'un bon truc bien salé. Donc c'est cool, on a vu qu'il cherchait à finir. Franchement, Fares, il a essayé de nous faire plaisir. Donc voilà, bah, peut-être que voilà, si on veut encore une fois, si je veux encore faire le chiant et chercher la petite bête, il y a peut-être un déficit de puissance du coup, parce qu'on a l'impression que tout a été fait et tout a été réussi pour obtenir un finish. Et malheureusement, bah, ça n'a pas été possible, comme il l'a dit lui-même. Et peut-être c'est, bah, je sais pas, peut-être un petit déficit de puissance sur les derniers coups, ou peut-être la fatigue aussi, mais ça c'est un peu normal. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était incroyable. Le combat de Fares, il était mémorable. Franchement, je crois qu'il y a un truc qui va devenir un mème légendaire, pas un mème dans le sens moquerie, mais un truc qui est devenu légendaire, c'est le Pepsi bien frais Chacal. J'arrive pas à expliquer ce truc qui m'est sorti comme ça, mais c'est incroyable. C'est vraiment, mais Fares, c'est incroyable. Le Pepsi Chacal, je sais pas, ça va rester. Waouh, c'est beau, c'est cool. C'est drôle en fait, voilà. C'est cool de le voir comme ça, Fares, c'est cool de le voir vivant, de le voir heureux. On avait l'impression qu'il s'était un peu éteint ces derniers temps. Médiatiquement, on le voyait plus. Enfin, je pense qu'il y avait une grosse baisse de régime sur la confiance et tout. Et puis là, putain, là, il y a alignement des planètes. Donc voilà, bravo, félicitations. Voilà, c'est cool. On passe à Monsieur William Gomis, pardon. William Gomis. Donc, j'aime bien aimer son entrée, moi. C'était son premier combat à l'UFC. Hein. Main card, quand même, chapeau. Parce qu'on peut critiquer, on peut dire, ouais, il y avait Abdul, machin et tout, il y avait du monde à mettre avant lui. Bah, c'est pas de sa faute, hein. Lui, il est là, il fait son taf. Et franchement, il a fait son taf. J'ai remarqué, ouais, beaucoup de sérénité. Il a pris beaucoup de plaisir sur son walkout. Quand il est entré, on aurait dit qu'il rentrait dans Ares, quoi. Il était vraiment serein. Voilà, on a vu que Gomis, il était déterminé à nous faire une guerre de folie pour son premier combat à l'UFC. Franchement, c'était généreux, ça allait dans les deux sens. Franchement, ça aurait pu pencher dans les deux sens à un moment donné. C'est clair que Gomis, il était quand même au-dessus. C'est le combat où j'ai eu le plus de mal à tenir. Donc c'est peut-être le combat où j'ai le moins de lucidité pour en parler. En tout cas, j'ai noté un truc. Pour ceux qui sont nuls en jiu-jitsu brésilien comme moi, je le reconnais, je suis vraiment minable. Allez voir sur le Facebook de Nicolas Régnier, le Insta de Nicolas Régnier, du NR Fight donc. Vous allez voir qu'il explique comment Gomis est sorti de la guillotine à 15 secondes de la fin. Il explique exactement, mouvement par mouvement, comment il a fait pour garder de l'air en fait entre sa gorge et la jambe de son adversaire. Donc c'est super intéressant. Il explique également pourquoi le mouvement des genoux de se relever a aussi servi. Le petit pivot de la tête, de tenir son bras, pourquoi il tenait le deuxième bras aussi. Enfin, il explique tout bien. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent, évidemment, c'est du langage, c'est easy. Moi qui suis vraiment une grosse brêle, je n'analyse pas ce genre de détails et je trouve ça super intéressant. Donc allez voir sur l'Instagram de Nicolas Régnier, il explique ça vraiment, il décortique chaque mouvement et c'est super cool. Voilà. Et c'est avec sa femme, dédicace à lui. Ensuite, il y avait le combat de Nassourdine que j'ai regardé sans le son. J'ai regardé ce combat sans le son et je regrette, je pense que je vais me le refaire avec le son. Moi, ce que j'en ai tiré, c'est que, comme beaucoup de gens, j'ai entendu qu'il y avait pas un déficit en boxe, hein, on va pas non plus employer des grands mots, mais il y a beaucoup de gens qui s'étonnaient qu'il n'ait pas plus que ça employé sa boxe, tout simplement. Donc je sais pas par rapport au game plan aussi quelles étaient les consignes, parce que peut-être que c'était aussi des consignes de mixer dans tous les domaines, de pas rester dans un domaine trop longtemps aussi. Il y a peut-être des timings, il y a peut-être des temps à respecter aussi dans les transitions. Et je pense qu'il était un peu dans ça. Donc voilà, moi, j'ai l'impression qu'il y avait un game plan qui n'était pas toujours lisible. J'ai aussi l'impression que Nassour, c'était le mec qui était, des 5 Français, c'était celui qui était le plus pris par l'émotion et par le jeu du trash talk, entre guillemets. Et je me demande si ça l'a pas mis un petit peu en danger. Son envie de se faire respecter dans tous les domaines,
Il y avait une espèce d'euphorie et une espèce peut-être d'envie de faire durer pour kiffer, du coup, parce qu'il était vraiment... Lui, il était en phase, hein. Il était avec le public, toute la Fight Week, il était sur un nuage. Et peut-être que mentalement, c'était peut-être même trop. Il était peut-être même trop impliqué, je sais pas comment expliquer ça. Peut-être trop... pas assez détaché, en fait. J'avais vraiment le sentiment que émotionnellement, il y avait un truc pour lui qui était dur à gérer. Mais pas dur dans le sens négatif, juste c'était trop d'émotions positives. Et on sentait qu'il était différent, il était un petit peu différent. Donc il y avait cet engagement, cette agressivité qui était prépondérante. C'était vraiment, il était là pour écraser son adversaire, quitte des fois à ce que ce soit un peu, on va dire, pas limite, mais ouais, sportivement, voilà, c'était juste ce qu'il fallait. Là où justement c'était marrant parce que son adversaire, à la fin du combat, il a été vachement fair-play, il est revenu vers lui et tout, il a check. Moi, je sais pas si j'aurais été check après le combat, du coup. J'ai trouvé que ils étaient très durs homme à homme, mais hors combat même. Donc, je sais pas comment je l'aurais pris. Peut-être que en off, ils se sont dit les choses cool. Mais j'avais la sensation quand même que c'était un peu tendu entre les deux. Les baffes dans la gueule pendant le combat, le trash talk pendant le combat et tout. Il y avait peut-être c'est une façon de se respecter, mais en tout cas, c'était un peu. J'ai l'impression que ça a été un peu sorti. J'ai l'impression que ce combat, il est un peu sorti du cadre sportif pendant quelques minutes. Et que Nassour, il a eu du mal à gérer ça. Voilà. C'est la sensation que j'ai eue. Et encore une fois, c'est quelque chose dont j'aimerais bien discuter justement avec son corner. Pour voir si c'est vrai, s'il n'y avait pas un petit peu trop d'émotions à gérer. C'est ce que j'en ai tiré. Moi, j'ai la sensation que quand on est comme ça, dans un sentiment d'euphorie, de bien-être, qu'on est porté et tout, on se rend pas compte du danger. On se rend pas compte à quel point quand on prend un coup, on se dit ça passe, ça passe, ça passe. Et à la fin du 3e round, je sais pas pour vous, mais moi je commençais un peu à ça commençait un peu à sentir le danger, quoi. Il y avait des genoux qui passaient, il y avait des combinaisons qui passaient. Nassour, il revenait à l'abordage. Mais c'était le 3e round, pour moi, je le donne à Buckley. Et déjà dans le 2e, c'était propre, mais voilà, Buckley, il était là, quoi. Il se laissait pas marcher dessus, c'était gros, c'était lourd. Donc c'était un très très beau combat. Voilà, on attendait tous un finish, je pense. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Mais dans un sens, en même temps, j'ai envie de dire, Buckley, il est méritant, franchement, il est sympa. On l'a vu, putain, il s'entraîne dans la rue à Paris. Il fait plaisir aux gens. Il a bien parlé de Nassour. Il disait, ouais, je comprends pas que. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ce truc, mais il a carrément dit. En face de son adversaire, il lui a dit, je comprends pas que ce mec ne combatte pas sur la main card. Et ça se trouve, c'est grâce à lui que le combat a été basculé sur la main card. Donc, franchement, c'est un bon gars et je suis content qu'il ait pas pris de KO. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de soumission. Je suis content qu'il ait perdu. Mais je suis content qu'il ait perdu proprement. Je trouve que c'est cool. C'est cool. Voilà. Pour le combat de Cyril, j'ai eu la sensation qu'il y a eu... bon, déjà, Cyril, quand on dit qu'il ne stresse pas, il ne stresse pas. Hein. On a encore vu une fois avant le combat, Bruce Buffer qui fait son intro. Il est là, il rigole, il est à fond dans son truc, il est en kiff total, il est vraiment détendu. On voit Fernandez derrière qui est un petit peu en sueur. Il y a Benjamin Sarfati qui est tout sourire. On voit qu'il kiffe. On voit que l'équipe, elle kiffe. Donc c'est cool. On a ressenti... Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a eu 2 combats dans le combat. Il y a eu un premier combat qui était du Cyril tout craché. Le Cyril qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on était parti pour du 5 rounds avec une décision classique. On était parti sur une masterclass de gestion. Et en fait, il y a eu un deuxième combat qui s'est arrivé après le knockdown voilà, de Bam Bam, qui a été révélateur. Voilà, ce knockdown pour Cyril a été révélateur. Et là, on a découvert un Cyril Gane complètement différent. On a vu sa deuxième personnalité, j'ai envie de dire. On a vu un deuxième Cyril Gane. Il s'est transcendé. Il n'a pas eu peur. On dirait qu'il a senti ce que c'était. Il a dit, ah, c'est ça. Ok, c'est ça un knockdown. Alors, je peux y aller. Je peux aller à la guerre. Il faut que j'aille à la guerre. Je peux pas laisser passer ça. Donc, c'était... Je voudrais que j'en parle. Ça me fait les frissons. C'était vraiment... je pense que c'est un mes moments... Ce combat, c'est un de mes moments sportifs
il restera, un de mes moments sportifs préférés, quoi. Ce moment, il restera gravé dans ma mémoire. Alors, Bam Bam, parfois, il a montré des signes d'adversité un peu faiblards, hein. Il encaisse, il a fait un peu le sac de frappe sur la fin. Ça fait un peu mal au cœur qu'il soit réduit à ça. Mais c'était pas écrit à l'avance que ça allait se passer comme ça. C'est parce que Cyril est trop rapide. Cyril est trop intelligent. Parce que Bam Bam ne se fait pas détruire comme ça à tous ses combats. Donc, à un moment donné, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Le game plan était bon. Il a évolué en cours de combat parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Il faut noter le travail au corps flagrant de Cyril sur Tuivasa. C'était une arme de destruction. Franchement, quand on voit le visage de Bam Bam à la fin, je vous laisse même pas imaginer l'état des côtes, l'état des muscles, le ventre, il est atteint physiquement. On le voit à chaque fois qu'il prend des kicks. Après le knockdown, il prend une série de kicks, il est atteint physiquement, il est vraiment, il est plié, il est pas bien. Donc on sent que c'est quelque chose qui lui a fait mal. Puis Cyril, il y va, quoi, les genoux et tout. Alors on a vu tourner une vidéo de Cyril en Muay Thai, on s'est tous dit, ouais, vas-y, on veut voir le Cyril old school. Donc pendant la première partie du combat, on l'a pas vu, et pendant la deuxième partie du combat, on a vu que ça. Donc c'était c'était incroyable. Ce combat est incroyable. C'est vraiment un combat qui va rester comme un highlight en fait de ce que peut être l'UFC à Paris, quoi. C'est-à-dire que quand ils vont revenir, forcément, les images qui vont nous faire diffuser en continu, c'est ces images-là, quoi. C'est Saint-Denis qui passe le chaos, c'est Cyril qui démolit Tuivasa, c'est tout ça, quoi. C'est trop beau, en fait. C'est trop beau, c'est trop. Je pense que c'est trop d'émotions pour tout le monde. On n'arrive pas à redescendre de notre nuage. Et des fois, je me demande même si l'UFC, ils ont pas un peu merdé en mettant Chimaev contre Diaz tout de suite après, quoi. Parce qu'on n'a pas eu le temps de redescendre de notre nuage. Voilà, petit coup de gueule. Donc voilà, bref. Voilà, Cyril est trop intelligent. Je pense qu'après son combat contre Francis, on a tous, en bons supporters déçus, on a tous pris trop ça à cœur. On s'est pas rendu compte à quel point, 1, Francis était fort, mais à quel point, 2, Cyril était intelligent. Il a rebondi contre le numéro 3, qui est certes pour beaucoup pas le vrai numéro 3, parce qu'il a été privilégié en passant directement par Derrick Lewis. Peut-être qu'il serait pas là s'il était passé d'abord par d'autres, c'est certainement vrai. N'empêche que ce combat était magnifique. N'empêche qu'avant le combat, il y a beaucoup de gens qui voulaient pas le voir. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, Bam Bam, mes couilles, je m'en fous, c'est nul. C'est un sac de frappe, machin. » Eh ben, le résultat, je vais pas dire qu'il vous donne tort, mais je pense que le résultat a mis tout le monde d'accord. Le résultat nous fait dire que des fois, on parle trop vite, que des fois, on s'emballe un peu, mais ça, c'est parce qu'on est passionné. Et qu'en vrai, ce combat, c'était un putain de banger, quoi. C'était vraiment un banger de fou en poids lourd. Moi, je suis trop content. Des main events en poids lourd, j'aime pas ça. J'en veux pas parce que des fois ça fait pchit. Souvent ça fait pchit et derrière il n'y a rien pour remonter le bordel. Donc c'est chaud d'être un main event poids lourd. Mais là ça pouvait que forcément être le feu, quoi. Donc voilà. Voilà. J'ai qu'une dédicace à faire. Non, j'en ai 2. C'est aux auditeurs. Merci à vous. Et la deuxième dédicace, c'est au public français. Voilà, vous êtes incroyables. 15 000 personnes en feu. C'était incroyable. Franchement. J'ai pas à vous remercier, mais je le fais quand même parce que c'était... merci à vous, parce que franchement, si on a vibré, c'est pas seulement grâce aux combattants, c'est aussi grâce au public. C'était vraiment incroyable, c'était légendaire. Voilà, ce podcast est terminé. Moi, comme d'habitude, je vous retrouve bientôt. On va parler de l'UFC 279. Je suis complètement à l'arrache, je suis complètement déconnecté en ce moment. Je suis désolé, les podcasts n'ont aucune gueule. Mais c'est pas grave, on va essayer de revenir un peu plus sérieux septembre-octobre. Comme ça, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. L'UFC, Ares et tout, il y a beaucoup d'activités. Donc aussi, plus il y a de l'activité et malheureusement, moins le travail est qualitatif si on veut tout couvrir. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tout couvrir si on n'en a pas les moyens. Et ça va être compliqué de... Voilà, ça va, Ares, ça reprend qu'en novembre. Après, l'UFC, ça doit reprendre aussi que fin octobre ou début novembre, je sais pas. Mais voilà, il va y avoir un petit creux. On va faire 2-3 interviews, c'est cool. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous.